bienvenue à toutes et à tous à cette 7e édition des webinaires régionaux WebiEco que nous organisons, le CREFECO et l'Institut français de Roumanie ensemble depuis déjà novembre 2019. Nous sommes toujours très contents de vous recevoir, de rassembler cette communauté régionale d'Europe centrale orientale. Donc, on le voit déjà dans le chat, vous êtes dans la discussion, pardon, dans le fil de discussion. Bien sûr, des participants de Roumanie, mais aussi de Moldavie, d'Albanie, de Bulgarie. On a vu la Grèce aussi, mais aussi en dehors des frontières de l'Europe centrale et orientale. On a vu quelques bonjours d'Algérie ou même d'ailleurs. Donc, on est très content de vous recevoir aujourd'hui pour cette édition de rentrée, si on peut encore parler de rentrée scolaire. Donc, avant de pouvoir vous présenter Elona Taureau, notre animatrice d'aujourd'hui, je vais laisser la parole à notre partenaire, Michael Coriche, qui est donc attaché de coopération éducative à l'Institut français de Roumanie. La parole est à vous, Michael. Merci beaucoup Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous prie tout d'abord de m'excuser de devoir porter le masque puisque nous sommes dans un open space, comme on dit en beau français, en bureau partagé. Et donc, vu les chiffres croissants malheureusement de la situation épidémiologique en Roumanie, à Bucarest en particulier, vous comprendrez voilà, ce déguisement pour faire connaissance. C'est sûr qu'il y a mieux, mais j'en suis sincèrement désolé. Alors, évidemment, je remercie tout d'abord l'OIF, le CREFECO de cette belle initiative que de réunir autant de personnes autour de la langue française, autour de l'enseignement du français. Et vous savez que cette thématique du webinaire aujourd'hui, finalement, correspond point pour point à celle qui vous sera proposée dans le cadre de la prochaine journée internationale des professeurs de français, le 25 novembre, Covid-19 et après. Bon, ça fait doucement sourire parce que, et après, vous voyez que j'ai le masque, donc on n'y est pas encore dans le après, mais c'est vrai que les axes de travail que vous pourrez entrevoir aujourd'hui avec l'animatrice Elona Taureau, que je remercie également de sa présence et de tout le travail qu'elle a mené pour vous proposer aujourd'hui cet atelier, vont vous permettre effectivement de vous donner certainement des pistes de réflexion pour cette prochaine échéance, la Journée internationale des professeurs de français. Donc, merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'ensemble de ces webinaires. Merci également de votre engagement pour la langue française, partout, hein, on le voit en Europe centrale, orientale, et comme l'a souligné Emmanuel, plus encore ailleurs. Et je laisse donc, je vous redonne la parole, Emmanuel. Merci. Merci Michael. Et avant de vous présenter Elona Taureau, donc juste un petit mot sur la thématique. Donc, élaborer un projet de classe, ça reste important. C'est vrai que peut-être beaucoup d'entre nous ont pu renoncer durant cette période pandémique à faire ce que vous aviez l'habitude de faire, de proposer des sorties. Bien sûr, c'est très compliqué en ce moment. Et donc, on a voulu justement avec l'Institut français vous donner des pistes sur comment peut-on faire aujourd'hui quand lorsqu'on est en présentiel, avec le risque de retourner en distanciel, mais où est-ce qu'on est en hybride ou en comodal, comme on dit aussi, pouvoir trouver des solutions pour continuer à proposer des projets qui puissent permettre de faire vivre la langue française en dehors de la classe, qu'elle soit virtuelle ou physique. Donc voilà, et donc, juste un petit, avant de vous présenter Madame Taureau, juste quelques petites précisions concernant la plateforme. Donc, vous êtes maintenant 290 personnes connectées. Et donc, vous pouvez bien sûr discuter entre vous et avec les panélistes dans la discussion. Vous avez le choix d'écrire à tout le monde. Vous avez le choix d'écrire aussi seulement aux panélistes. Mais vous avez aussi l'option questions et réponses que vous voyez en bas de l'écran du rectangle, à droite de l'onglet participants. Vous avez l'onglet Q et questions et réponses, donc où vous pouvez poser une question qui sera auquel Madame Taureau pourra répondre à la fin de ce webinaire. Et juste une précision
Et vous, comme d'habitude, nous allons aussi proposer, suite à ce webinaire, des ateliers en ligne pour approfondir les aspects vus dans ce webinaire, mais en petits groupes, en groupe maximum de 60 personnes. Donc 2 ateliers qui seront proposés le 20 et le 21, le 20 ou le 21 octobre. Donc on vous enverra dans le fil de discussion, mais aussi après ce webinaire à toutes les personnes qui étaient inscrites le lien pour s'inscrire à ces ateliers. Voilà, donc, je vais laisser la parole à Madame Elona Toro, donc dire quelques mots sur Elona Toro que certains connaissent peut-être, surtout la communauté des enseignants de français en Albanie, puisque Elona Toro est professeure de français à l'université de Tirana et donc est spécialisée en TIS et enseignement du FOS, du français sur objectif spécialisé, mais pas seulement. Et elle est aussi formatrice nationale, mais aussi régionale. Et donc, nous sommes heureux d'accueillir une formatrice de la région pour vous, gens de la région. Voilà, donc Elona Toro, je vous laisse la parole et je souhaite un très bon webinaire à tout le monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais moi aussi vous remercier en fait de l'organisation de ce webinaire, donc l'OIF, le CREFECO, l'IFEF et l'Institut français de la Roumanie pour l'organisation de cette série de webinaires. Je suis vraiment très ravie de pouvoir animer aujourd'hui ce webinaire portant sur un sujet si intéressant qui est en fait le projet de classe. Moi, comme Monsieur Samson il vient de le dire, j'enseigne un cours de technologie du numérique en classe de langue à l'université de Tirana. Moi-même, j'ai fait mes études au sein de cette université. Et après, j'ai soutenu mon doctorat, toujours au sein de cette université, sur les technologies de l'information et de la communication au service de la formation des enseignants. Donc, je vais partager mon écran avec vous, comme ça vous pouvez regarder ma présentation. Donc, comme je viens de le dire, je suis vraiment très ravie de pouvoir parler aujourd'hui de ce sujet, le projet de classe. Alors, je vais commencer avec le petit plan en fait de cette présentation. J'ai pensé qu'il serait intéressant de voir un peu ensemble quels seraient quelques principes en fait de la pédagogie par projet pour aller parler ensuite un peu plus en détail sur l'élaboration d'un projet en éducation. Mais quand on va voir plus en détail, on ne va pas seulement parler d'un projet de classe qu'on peut mener pendant une heure de cours, mais j'ai essayé de voir un peu de façon plus large comment on peut élaborer, comment on peut mettre en place un projet. Ensuite, nous allons nous allons voir un peu plus en détail ce que c'est que la scénarisation pédagogique et des outils numériques pour la gestion des tâches, qui est une composante très importante du projet de classe. Des outils numériques pour pouvoir manipuler, pour pouvoir éditer des documents vidéo, audio, images, donc des documents multimédials. Des outils numériques pour mener un travail collaboratif en ligne et des outils numériques pour mener de l'évaluation en ligne, comme un élément très important de la mise en place d'un projet, le moment de l'évaluation. À la fin,
comme M. Samson l'a aussi dit, donc on aura une séance de questions-réponses. Donc, j'essaierai de répondre, de donner mon expérience concernant vos questions. Et je vais partager enfin avec vous un lien Padlet où j'ai essayé de mettre ensemble une série de documents qui me sont parus très intéressants, je vais dire, sur le sujet du projet de classe. Avant de commencer avec la présentation, en fait, pour la préparation de ce webinaire, nous avons pensé de mener aussi une enquête avec des enseignants de français. Donc, nous avons préparé une enquête et nous avons lancé l'enquête sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux, concernant l'expérience des enseignants sur le projet de classe, donc surtout aussi dans cette période de pandémie. Donc, tout au long de ma présentation, je vais essayer de faire une comparaison entre ce qui est dit dans la littérature et l'expérience des enseignants. Et entre-temps, vous aussi, concernant les réponses, vous pouvez donner votre expérience aussi dans le chat, donc écrire. Donc, au fur et à mesure, j'essaierai de poser des questions. Donc, vous pouvez envoyer les réponses sur le chat ou sur un autre outil qu'on va tester ensemble. Donc, on va le voir ensemble. Donc, dans cette enquête que nous avons menée avec les professeurs de la région, mais pas seulement, comme vous pouvez voir, les pays qui ont répondu, les professeurs qui ont répondu à ce questionnaire. Donc, on a reçu 220 réponses avec des professeurs qui avaient une moyenne d'années d'expérience de 17 ans. Donc, comme vous pouvez voir, les pays qui ont répondu, c'est 17 pays qui venaient un peu partout dans le monde. Donc, c'était des enseignants concernant surtout le système public, donc le système d'enseignement public, venant surtout du niveau collège, donc des enseignants qui enseignaient au collège, au lycée et une partie au niveau universitaire. Alors, concernant les objectifs, nous avons posé une question. Donc, pourquoi les enseignants mettent en place un projet de classe? C'est-à-dire, quels sont leurs objectifs pour mettre en place un projet de classe avec leurs apprenants, les élèves, les étudiants ou les apprenants? Bien sûr, il y a eu des réponses très, très pertinentes donc pour enrichir les savoirs, donc pour essayer de faire apprendre aux apprenants de nouvelles connaissances, pour travailler les compétences en langue, donc les compétences de compréhension, d'expression, les compétences interculturelles, de vocabulaire, etc. Pour essayer de motiver un peu plus les élèves, pour ne pas faire un cours trop traditionnel, donc essayer de motiver un peu plus les élèves, pour essayer de les rendre plus autonomes dans leur travail et pour les faire travailler en groupe, parce qu'une des particularités, on va le voir tout de suite, du projet de classe, de la mise en place d'un projet, c'est bien sûr le travail collaboratif. Pour éveiller l'amour pour la langue française, pour essayer de leur faire utiliser des compétences transversales, c'est-à-dire pas seulement des compétences en langue, mais aussi d'autres compétences qui peuvent leur venir d'autres matières, comme le numérique, par exemple, l'utilisation des outils numériques. Pour faire de la recherche d'informations, pour contextualiser les apprentissages, etc. Donc, ce sont des objectifs des enseignants qui ont répondu à notre questionnaire. Alors, concernant le projet de classe, donc c'est un outil, c'est une pratique, en fait, qui nous vient de la pédagogie par projet. Donc, juste faire un petit historique, en fait, je vais essayer de faire un petit historique sur la pédagogie par projet, de donner une petite définition, d'essayer de voir ensemble quels seraient les apports, les difficultés de la mise en place de ce type de pédagogie dans nos classes et d'apporter quelques exemples de projets de classe. Mais avant de commencer, je voudrais, en fait, essayer
de faire un petit jeu avec vous. Donc, j'aimerais vous demander d'aller sur le site que vous voyez ici, menti.com. Donc, vous voyez ce lien. Je pense que je peux aussi, mes collègues l'ont envoyé aussi sur le chat. Voilà, vous l'avez sur le chat. Donc, je vais vous demander, voilà, si vous allez sur le site menti.com, vous aurez cette image-là qui va apparaître. Alors, moi, je poserai une petite question. Donc, je vais vous demander d'introduire ce code. Si vous regardez un peu là, je vous l'envoie aussi sur le chat, le code. Donc, vous entrez ce code qui est là. Vous l'entrez. Et normalement, vous devez regarder la question. Donc, c'est la question qui devrait apparaître. Définissez en 2 mots-clés la pédagogie par projet, selon vous. Qu'est-ce que vous penserez de ça? Donc, donnez une petite définition concernant la pédagogie par projet en 2 mots-clés. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous connecter entre-temps ou si vous rencontrez un problème. Pardon, Elona, je crois que le vote est bloqué. Je crois que vous devez débloquer le vote. Bon, si vous n'arrivez pas à le mettre ici, parce que j'ai essayé en fait, et si vous mettez en fait le code ici, voilà. Donc, vous devez avoir cette fenêtre qui s'affiche. Bon, si vous voulez, vous pouvez envoyer votre réponse sur le chat, c'est-à-dire essayer de donner en deux mots-clés concernant la pédagogie par projet. Donc, impliquer, motiver, créativité, collaboration, motivation, itinéraire, organisation, temps, équipe, tâches, collaboration. Donc, on voit que implication, coopération, donc vous avez des mots-clés objectifs, recherche, tâches. Donc, on voit que il y a des mots importants concernant le projet, des mots clés concernant la définition du projet. Donc, quand on parle de la pédagogie par projet, il faut bien sûr essayer de donner une définition du mot projet. Donc, qu'est-ce qu'un projet? Un projet, c'est tout d'abord des objectifs. C'est tout d'abord des objectifs. Donc, pour mener un projet, il faut tout d'abord penser à des objectifs, c'est-à-dire quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux atteindre pour mettre en place un projet. Ensuite, pour atteindre les objectifs, essayez de planifier des actions. À quelles actions je vais penser pour pouvoir atteindre mes objectifs. Ensuite, réaliser ces projets-là et à la fin, être capable de les évaluer. Essayer d'évaluer la mise en place, la réalisation des actions et voir si les objectifs ont été atteints. Donc, dans la pédagogie par projet, bien sûr, pourquoi c'est une pédagogie importante, intéressante à utiliser, justement parce qu'elle essaye de résoudre un problème en faisant appel au savoir, au savoir-faire, au savoir-être des apprenants. Donc,
ils sont obligés de faire appel à toutes leurs connaissances et bien sûr en faisant de la recherche pour acquérir d'autres connaissances, pour mettre en place, pour réaliser une Alors, la pédagogie par projet, qu'est-ce qu'elle favorise? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce qu'elle nous apporte en tant qu'enseignants? Tout d'abord, des apprentissages. Donc, les apprenants, ils devraient acquérir plus d'apprentissage pour pouvoir répondre à des tâches qu'on leur a données. Ensuite, on va leur en utilisant la pédagogie par projet, on va essayer de les motiver un peu plus. Donc, la pédagogie par projet, elle devrait motiver un peu plus les apprenants, étant donné que c'est eux qui sont au centre de leur apprentissage, c'est eux qui sont acteurs de leur apprentissage et en même temps, ils deviennent plus autonomes et plus responsables. Ils devraient se responsabiliser de la mise en place de ce projet en tant qu'étudiant, mais aussi apprenant, mais aussi en tant que groupe. La pédagogie par projet, bien sûr qu'elle va donner beaucoup plus de priorité au travail collaboratif. Donc, le travail collaboratif, le travail coopératif, hein, c'est un autre élément important quand on parle de projet. Aussi, ça devrait nous permettre de développer d'autres compétences, comme les compétences clés qui sont données par l'Union européenne dans son cadre de 2006, donc des compétences numériques, des compétences concernant l'apprentissage critique, l'apprendre à apprendre, la réflexion critique, la compétence sociale et civique, l'esprit d'initiative et entrepreneurial. Et en même temps, un projet, ça peut nous aussi, en tant qu'enseignants, mais aussi les apprenants, aider les apprenants à construire un projet professionnel et un projet personnel pour leur futur. Quand on parle de projet, quand on parle de pédagogie par projet, ce qui est important aussi, c'est de parler des rôles des parties. Quel est le rôle des parties, de l'apprenant et de l'enseignant dans cette relation. Donc, l'apprenant, lui, il devient acteur de son apprentissage et quand il doit mettre en place un projet, il y a plusieurs compétences auxquelles il doit faire recours et ce sont des compétences clés, pas seulement dans le contexte de l'apprentissage, mais aussi à l'extérieur. Je veux dire, des compétences qu'il peut très bien utiliser dans son futur, dans sa carrière future. Il va apprendre à problématiser, à essayer de comprendre, hein, de voir où est le problème pour donner une résolution à ce problème-là. Il va apprendre à se documenter, à trouver les bons documents et les bonnes sources pour pouvoir acquérir les bons apprentissages et répondre pour mener les tâches auxquelles il est confronté. Bien sûr qu'il sera amené à contrôler ce qu'il a fait, ce qu'il a travaillé, à penser d'une façon critique, hein, si les informations qu'il a trouvées sont pertinentes ou pas, à les organiser, les planifier hein, selon une planification, on va dire, logique, à les réaliser pour enfin les communiquer, pour enfin les présenter, soit devant la classe, soit devant une institution donnée, soit devant un groupe. Donc, parce que les projets, c'est les projets de classe. C'est vrai qu'on parle de projets de classe, mais ça peut être des projets encore plus larges que tout simplement au sein de la classe. Par contre, le rôle de l'enseignant, puisqu'on est en pédagogie active,
Le rôle de l'enseignant, c'est plutôt un rôle de entraîneur. Donc, ça dépend un peu de la phase du projet. Donc, d'entraîneur, d'animateur, de motivateur et bien sûr d'évaluateur. Nous avons posé un peu la même question à nos professeurs quand nous avons lancé l'enquête. Et voilà un peu les réponses qu'ils nous ont données. Donc, de manière générale, donc, qui prend l'initiative dans une classe pour la mise en place d'un projet? Donc, c'est les apprenants, c'est l'enseignant, c'est les deux ensemble. Donc, dans la majorité des réponses, donc, vous voyez, c'est les deux ensemble. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le projet de classe, le fait que l'apprenant, lui, il est impliqué dans le choix du projet et c'est pour ça qu'il devrait être plus motivé puisque le projet, ça devrait atteindre ses intérêts propres, les intérêts des apprenants. Par contre, les enseignants, qui ont répondu à notre enquête, ils se voient un peu, donc, quel est le rôle qu'ils prennent au sein du projet de classe. Donc, ils se voient un peu comme guide, comme médiateur au sein de leur classe dans le moment où ils mettent en place un projet. Alors, il y a bien sûr des avantages, il y a bien sûr des côtés positifs pour la mise en place du projet de classe, mais il y a aussi des difficultés. Donc, pourquoi c'est difficile des fois de mettre en place un projet? Tout simplement parce qu'il y a un manque de temps de la part des enseignants, de la part des apprenants aussi. On est très conscient que les programmes officiels sont surchargés. Donc, les enseignants, ils pensent surtout à mettre en place le programme officiel. Donc, à cause de la surcharge de ce programme, c'est difficile de mettre en place un projet. Bien sûr qu'il y a un manque de moyens techniques et financiers, surtout pour la mise en place des projets. Des fois, il y a un manque de compétences sur les pratiques pédagogiques liées à la mise en place du projet, des problèmes avec les compétences numériques de la part des enseignants, de la part des apprenants. Des fois, il y a une résistance à l'introduction des nouvelles pratiques pédagogiques. On est très lié à on est très habitué, je veux dire, à nos habitudes pédagogiques, à notre classe, à notre façon de faire. Et des fois, c'est difficile de pouvoir introduire d'autres pratiques. Des fois, les évaluations peuvent aussi poser problème. Avec le projet, c'est vrai que l'évaluation, c'est un moment difficile. Pourquoi une évaluation inéquitable? Pourquoi on dit que l'évaluation dans un projet, ça peut être difficile? Parce que puisqu'on parle de projet de groupe, puisqu'on parle de travail collaboratif, des fois, c'est difficile pour l'enseignant de savoir réellement qui a travaillé, qui a réellement travailler au sein du groupe. Nous sommes conscients du fait que dans un groupe, on peut en plus avoir un groupe hétérogène, c'est-à-dire des élèves, des apprenants avec des niveaux différents. Donc, comment être sûr sur qui a fait quoi? Qui a le plus travaillé ou comment évaluer ses compétences. Donc, moi, j'ai essayé de répondre à cette question de l'évaluation. On va voir dans la suite. Bien sûr qu'il y a aussi une difficulté qui a été rencontrée par les enseignants pour la mise en place des projets de classe lors de l'enseignement à distance, lors de la pandémie COVID-19, puisque les cours se sont passés à distance. Des fois, c'était difficile pour les enseignants de mener des projets à distance. Alors, des exemples de projets de classe, il y a plusieurs typologies. J'ai essayé de faire une petite
une petite, je veux dire, regroupement ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme projet? Quel type de projet on peut avoir au sein de notre classe, au sein de notre établissement, au sein d'une association des enseignants, par exemple? Alors, on peut avoir des projets éducatifs. Donc, les projets éducatifs, c'est des projets où on essaye d'intégrer des jeunes dans le monde des adultes afin de les rendre autonomes. Ça se passe d'habitude hors le cadre scolaire. Par exemple, quand on demande aux apprenants de suivre un stage professionnel en entreprise. On peut avoir des projets pédagogiques, d'habitude des projets qui se passent à l'intérieur d'une classe. Réalisation donc entre les apprenants et l'enseignant dans le cadre de l'école. Donc ici, vous avez énormément de projets que vous pouvez mettre en place. Donc réaliser par exemple son CV vidéo, réaliser un guide touristique, réaliser un projet de télécollaboration. Donc on peut avoir ici énormément de projets qu'on pourrait mettre en place avec les apprenants. On peut avoir des projets d'établissement, par exemple, qui essayent d'accompagner un peu l'autonomie des établissements scolaires. Par exemple, mettre en place un projet Erasmus+. Donc, au sein des universités, mais aussi au sein du préuniversitaire. Donc, moi, dans le lien Padlet que je vais partager avec vous un peu plus tard, donc j'ai essayé de mettre des informations utiles qui peuvent vous être utiles pour la mise en place d'un projet Erasmus plus dans le préuniversitaire ou un projet e-twinning, par exemple, s'il y a des enseignants qui s'intéressent à ce type de projet. Projet de formation pour la formation des adultes, donc toutes les formations en place pour les enseignants, les cours à distance, les webinaires, etc. Bien sûr, des projets personnels des apprenants, projets entrepris avec l'initiative des apprenants pour leur profession future, par exemple, ou pour leur formation future dans leur futur. D'autres types de classements, donc des productions destinées à être écoulées sur le marché, par exemple, des projets qui mettent en place un service ou qui mettent en place un objet qui donne une vraie production de la part des élèves, ou une enquête, par exemple, qui peut être mise en place par les élèves. Des produits médiatiques comme les films, les montages, les pièces de théâtre. Je sais que les pièces de théâtre, c'est un projet qui a beaucoup de succès au sein des écoles, surtout par exemple, je pense au printemps de la francophonie, il y a beaucoup de pièces de théâtre qui se mettent en place de la part des enseignants avec les élèves, ou des actions qui sont tournées vers le groupe lui-même, qui fait un lien avec le monde extérieur. Par exemple, les voyages, les correspondances scolaires, les visites dans un musée, etc. Voilà. Donc, ça, c'est des typologies de projets de classe. Alors, si vous pouvez nous donner une petite exemple dans le chat, toujours dans le chat. Alors, donc, quel type de projet avez-vous essayé de mettre en place avec vos apprenants? Vous pouvez nous donner des exemples. Vous pouvez les mettre sur le chat. Alors, quel type de projet si vous voulez aussi nous donner des exemples maintenant quand il y a eu les cours à distance, quel type d'anthropologie poétique, des concours, présenter une région de leur pays, un projet e-twinning, des vidéos, projet d'écriture d'une nouvelle, de Bakou. Donc, à Bakou, un projet d'écriture nouvelle, des pièces de théâtre, des BD, des traductions de BD, projet d'échange entre la Moldavie et la France, roman, photo, concours,
théâtre. Donc, vous voyez qu'il y a énormément d'idées, énormément de projets qui sont mis en place dans le slam en ligne, des concours. Donc, il y a énormément d'idées donc, qui peuvent se mettre en place avec les apprenants. Je vais essayer d'agrandir. Alors, voilà, donc j'espère que maintenant c'est plus visible en fait la présentation. Voilà des exemples de projets. Maintenant, je vais passer à une autre étape. Donc, comment on peut essayer, donc concrètement, comment on peut essayer de réaliser un projet de classe. Donc, ici, je vais parler un peu plus largement de la démarche de projet. Pourquoi? Parce que peut-être c'est intéressant pour les enseignants de voir comment on peut rédiger un projet, hein, pas seulement un tout petit projet au sein d'une heure de cours, mais quand on veut, par exemple, répondre comme on vient de le dire, si vous voulez, par exemple, répondre à un appel à projet, par exemple, qui est lancé par des différentes institutions. Nous avons mentionné, par exemple, le jour du prof de français, et qui a lancé un appel à projet pour tous les enseignants de français pour le jour du français au mois de novembre. Et donc, pourquoi pas, je vais essayer de vous donner quelques petits outils que vous pouvez utiliser et avoir sur vous si vous pensez à la rédaction, à la mise en place d'un projet dans le cadre d'un appel. Alors, dans cette partie-là, donc les étapes de la réalisation d'un projet, donc on va voir quel type de questions on peut nous poser concernant l'émergence de l'idée. Comment on peut arriver à trouver une idée pertinente en fait pour la mise en place du projet. Ensuite, on va essayer d'analyser la situation. Donc, quel type de questions, quel type d'outils on peut utiliser pour analyser la situation le contexte dans lequel on va mettre en place le projet. Ensuite, comment on peut définir le projet et le monter, le planifier. D'abord le définir et ensuite le planifier, mettre en place une planification du projet. La 5e phase, la mise en œuvre du projet et la dernière phase, l'évaluation du projet. Alors, concernant l'émergence de l'idée, quel type de questions on peut nous poser? Quel type de questions à quel type de questions il faut penser et quel type d'outils. Alors, on a dit que pour mettre en place un projet, il doit d'abord avoir un problème, donc qu'il faut résoudre. Donc, nous, on va se poser comme question, qu'est-ce qu'il faut résoudre? Quel est notre problème? Quelle est notre problématique? À quoi on doit s'attendre et qu'est-ce qu'on doit résoudre? À quel besoin il faut répondre et quel produit final il faut attendre. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil ou démarche pour cette partie-là? Donc, bien sûr, de la recherche d'informations sur des documents officiels, par exemple, ou sur d'autres types de documents, des réunions. Par exemple, si vous voulez mettre en place un projet e-twinning ou un projet Erasmus+, ou un autre projet dans le cadre de votre institution, même dans votre classe, donc d'habitude, il est intéressant de faire une petite remue-ménage avec les apprenants pour voir qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils voudraient mettre en place en tant que projet, etc. Des réunions, il faut penser un peu à des projets un peu plus larges comme les Erasmus+, ça demande bien sûr des réunions au sein de l'institution, des réunions avec des partenaires possibles dans la mise en place du projet, etc. Ensuite, concernant l'analyse de la situation, c'est-à-dire ici, dans cette phase-là, donc bien sûr, on a notre idée de mise en place du projet. Maintenant, on va essayer de voir si ce projet qu'on voudrait mettre en place, il est faisable. Donc, on va essayer ici de
mettre en place une fiche de faisabilité en essayant de répondre à un certain nombre de questions. Donc, quel objectif atteindre? C'est-à-dire, en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être, quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je vais atteindre par ce projet? Le projet, qu'est-ce qu'il demande? Il demande bien sûr des ressources humaines, combien de personnes impliquées, qui impliquées, etc. Des ressources matérielles, donc qu'est-ce qu'il faut utiliser en tant que matériel, et ce qui est important aussi, les ressources financières, qui est très important dans le cadre de la mise en place d'un projet un peu plus large que le projet pédagogique au sein de la classe. Pensez bien sûr aux contraintes et aux stratégies, les pistes les stratégies qu'il faut mettre en place pour la réalisation de ce projet. Donc, ce sont des questions qui peuvent vous aider à encadrer un peu l'idée du début, l'idée de la première phase, de la phase de l'élaboration du livre. Ensuite, disons que nous, on a un projet qui est faisable et qu'on va essayer maintenant de le définir un peu plus clairement, d'avoir des documents plus précis pour la rédaction de notre projet. Alors, dans la phase de définition du projet, on va essayer de voir, alors, quel est le plan d'action qu'il faut adopter pour la mise en place de ce projet. Le plan d'action, bien sûr, qu'il doit nous aider à atteindre les objectifs du début. C'est dans cette phase-là qu'on va essayer d'établir ce qu'on appelle le cahier des charges, d'établir le cahier des charges et on va essayer ici de voir comment on peut faire adhérer les élèves au projet, avec comment éveiller leur curiosité, comment les sensibiliser, etc. Donc ici, pour le cahier des charges, vous allez aussi le voir dans le Padlet, le lien que je vais partager avec vous à la fin. J'ai essayé de faire des petits documents, des fiches mémoire, si vous voulez, pour les avoir. Donc, vous avez un modèle de cahier des charges, c'est-à-dire des points, voilà. On doit avoir dans un cahier des charges quels sont les points importants à penser quand on rédige un cahier des charges. Premièrement, pensez au contexte. On va essayer d'écrire un peu le contexte du projet. D'accord? Ensuite, on va essayer de penser aux objectifs. Donc, c'est important de bien spécifier les objectifs dans le cahier des charges qui vont nous permettre de mettre en œuvre ensuite les activités. Ensuite, pensez au périmètre, donc le périmètre du projet, qui en fait devrait présenter les besoins fonctionnels, techniques, organisationnels, ainsi que les contraintes et les exigences de ce projet. C'est ici, on va penser au nombre des personnes, des ressources en fait qui sont nécessaires pour la mise en place du projet. Ensuite, quatrièmement, dans un projet, il est important de bien spécifier les résultats du projet, les résultats attendus, ou autrement dit, dans on va dire le vocabulaire des projets, en fait, on peut aussi parler de livrables, c'est-à-dire quels sont les résultats. Des fois, les résultats, on peut aussi, c'est bien de les donner en tant qu'indicateurs, c'est-à-dire essayer de donner des indicateurs pour les résultats, plutôt des indicateurs chiffrés. C'est bien de donner des chiffres pour la réalisation des actions.
Tout simplement, par exemple, si vous voulez mettre en place, je ne sais pas, des formations pour les apprenants, imaginons des formations en soft skills, des compétences douces. Vous voulez mettre en place un projet ou apporter des formations en soft skills pour les apprenants. Alors, dans votre projet, en tant que livrable, vous allez essayer de donner des chiffres concrets. Par exemple, je vais organiser 2 formations, 3 formations dans ces thématiques-là. J'aurai, par exemple, 30 apprenants qui vont profiter des formations ou 60 apprenants. Donc, essayez de donner des chiffres comme ça parce que ça va vous permettre ensuite d'évaluer grâce à ces indicateurs. On peut aussi évaluer le projet, les actions, etc. Alors, dans le cahier des charges, on essaye de définir aussi le calendrier de la réalisation des activités. Donc, il est important de planifier, de bien expliciter les dates et on va dire les périodes de réalisation des activités qui ont été on va dire, envisagées dans la réalisation du projet. Ensuite, concernant le montage et la planification du projet. Alors, là aussi, la planification du projet, c'est ici, on va essayer de écrire, si vous voulez, notre projet noir sur blanc. C'est un document qui ensuite va être déposé, par exemple, dans un appel qui peut être lancé par une institution. Alors, c'est ici où on va essayer d'envisager beaucoup plus en détail les activités qui vont être mises en place. Donc, quel type d'activité on va mettre en place, qui seront les acteurs, avec quels acteurs on va essayer de mettre en place ces activités-là, quel sera le rôle de chaque acteur. Si vous voulez, par exemple, je prends un exemple de projet dans le cadre de l'appel lancé par la FIPF. Vous voulez, par exemple, mettre en place un projet de formation pour les enseignants ou un projet de formation pour les apprenants. Alors, ici, vous allez voir avec quels acteurs vous allez travailler, quel est le rôle de chaque acteur. Par exemple, ça peut être l'association des professeurs de français qui peut avoir un rôle en tant que partenaire et quel rôle il aura. Il peut mettre à disposition les formateurs, par exemple. Quel sera le rôle des enseignants, des coordinateurs de ce projet, qu'est-ce que les apprenants devraient faire dans le cadre de ces activités, et le volume horaire, bien sûr, combien de temps il vous faudra pour la mise en place de chaque activité. C'est ici où on va ensuite penser à hiérarchiser, bien sûr, les activités que nous voulons mettre en place et penser à les évaluer aussi, à comment on peut les évaluer. Alors ici, donc pour le montage et la planification du projet, quel type de document vous pouvez utiliser ici? Donc, on peut avoir en tant que document un document descriptif du projet où vous essayez de répondre un peu à tous ces, d'écrire un peu tous ces éléments-là. Vous présentez le contexte, vous donnez des stratégies que vous jugez nécessaires ou importantes pour la réalisation du projet, le contexte du projet, l'objectif, les objectifs du projet, les actions, le budget nécessaire pour la réalisation des actions qui sont envisagées, des contraintes,
les acteurs, donc vous essayez de donner une description dans toutes les étapes, les partenaires du projet et le calendrier du projet. Donc pour le calendrier du projet, ce qui est intéressant de comment le présenter, je veux dire du point de vue pratique, le point de vue technique, bon, c'est soit sur un tableau Excel, mais aussi ce qui est, on va dire, utilisé dans le cadre de la rédaction des projets, c'est le diagramme de Gantt. Donc, voilà comment ça peut, à quoi ça peut ressembler en fait un diagramme de Gantt. Donc, qu'est-ce que vous essayez de faire ici? Donc, vous essayez de mettre les tâches. Donc, ici, vous avez des tâches, mais ça peut être aussi des activités, hein, pas forcément des tâches. Ça, c'est une façon de présenter. Donc, d'un côté, vous avez les tâches où vous avez les activités pensées dans le cadre du projet. Et de l'autre côté, vous avez les échéances, c'est-à-dire vous mettez le calendrier. Ça peut être, si vous décidez de mettre en place un projet dans le cadre d'un semestre, ou dans le cadre d'une année scolaire, ou dans le cadre d'un mois. Donc, vous essayez de mettre ici le calendrier. Ça peut être par semaine, ça peut être par année, comme ici, si c'est un projet qui dure plusieurs années. Ça peut être par mois, etc. Et vous essayez de donner donc de mettre le temps nécessaire pour la réalisation de la tâche. Par exemple, la tâche numéro 1, je vais la réaliser entre le mois de janvier et le mois d'août. Bon, ça c'est, peut-être ça peut être juste janvier, ça peut être la première semaine de janvier, etc. Donc, c'est de cette façon-là qu'il serait intéressant de présenter le calendrier des activités quand vous pensez à la rédaction d'un projet. Donc, bien sûr qu'après, ça dépend de votre, c'est un choix, hein, vous pouvez utiliser d'autres couleurs. Vous avez aussi des outils qu'on peut voir plus tard en ligne pour réaliser des diagrammes directement en ligne, hein, et pouvoir ensuite les changer selon les différentes contraintes, hein, lors de la réalisation du projet. Maintenant, l'évaluation du projet. Donc, l'évaluation du projet, c'est une phase très importante. Et on a dit que des fois, la phase de réalisation de projet, ça peut empêcher, hein, parce qu'on ne sait pas vraiment comment évaluer le projet. Ça peut nous empêcher à le mettre en place en tant que projet global. Donc, pourquoi? Parce que dans la phase de l'évaluation du projet, il y a plusieurs éléments qu'il faut évaluer. Il faut bien sûr évaluer, par exemple, dans le cadre de la mise en place d'un projet pédagogique au sein de la classe, évaluer les élèves, évaluer les apprenants. Mais en même temps, il faut évaluer le projet lui-même, comment le projet il a été mis en place. Bien sûr, évaluer les résultats de ce projet. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser dans le cadre de l'évaluation du projet des outils d'évaluation. Bien sûr, on va pas parler ici de grilles d'auto-évaluation. Bon, après, mettre en place des grilles d'auto-évaluation, des grilles d'évaluation concernant les compétences des apprenants, etc. Ça, c'est une habitude que les enseignants ont, bien sûr, parce qu'on fait de l'évaluation dans chaque séance de cours, hein, des évaluations formatives et sommatives. Mais pour le projet, ce qui pourrait être intéressant d'utiliser en tant que fiche, ça peut être une fiche de suivi du projet. Et on peut donner à nos apprenants, on peut demander d'utiliser des carnets de bord, c'est-à-dire de les aider à structurer un peu les tâches, à planifier un peu les tâches
qui auront à faire lors du projet, tout au long de la durée du projet, mais aussi l'utiliser en tant qu'outil d'auto-évaluation pour l'apprenant, mais aussi avoir des traces pour chaque apprenant, avoir des traces pour l'enseignant de ce qui a été fait par chaque apprenant, ce qui a été fait lors de la réalisation de la tâche. Alors, moi, j'ai essayé ici de proposer des fiches que vous allez voir aussi dans le lien Padlet. Alors, vous avez l'exemple de contenu des cahiers des charges et la fiche descriptive du projet. J'ai aussi mis dans le PowerPoint. Donc, j'irai directement sur la fiche de suivi du projet. C'est une fiche très simple, en fait, qui peut être utilisée. Voilà, donc vous avez d'un côté les objectifs spécifiques. Ça peut être une tâche ou plusieurs, donc l'objectif spécifique. L'indicateur, c'est-à-dire le livrable ou ce qui aurait dû être réalisé par l'apprenant, ça peut être proposé en tant que chiffre, donc des indicateurs quantitatifs, mais aussi des indicateurs qualitatifs. Le résultat attendu, donc cette partie-là, donc objectif, indicateur, résultat attendu, on les a déjà, on a toutes ces informations-là dans nos fiches de montage de projet, dans description de projet. Donc, c'est ici maintenant que l'enseignant pourra ensuite voir, par exemple, dans le montage d'un projet qui dure tout un semestre, envisager des étapes une fois par mois, une fois, donc ça dépend de l'organisation, pour pouvoir évaluer le travail de l'apprenant, des apprenants, si vous voulez. Donc, c'est ici où il peut indiquer donc les résultats obtenus, les résultats obtenus avec des commentaires. Donc, une fiche de suivi du projet, un petit projet au sein de la classe aussi, ça peut être utilisé aussi pour un projet d'établissement ou un autre projet plus large. Et puis, voilà un exemple de carnet de bord pour l'apprenant. Donc, dans le carnet de bord, donc, pour l'utiliser en tant que trace, pour avoir des traces pour l'apprenant, pour qu'il d'un côté, il puisse structurer son apprentissage, mais de l'autre côté, pour pouvoir aussi s'auto-évaluer concernant ce qu'il a réalisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en tant que information. Donc, premièrement, le travail accompli, l'activité, la tâche qu'il devrait mettre en place, donc ici. Des problèmes rencontrés donc, lors de la réalisation de la tâche. Des documents consultés, donc pour réaliser cette tâche, qu'est-ce qu'il a utilisé comme ressource, comme document. Ensuite, le rôle qu'il a eu dans la répartition des tâches, donc au sein du groupe de 4, de 5, de 10, de 2, donc des personnes apprenant qui réalisent le projet, qu'est-ce qu'il avait comme rôle, qu'est-ce qu'il devait faire. Élément qui a posé problème au sein du groupe, donc voir un peu comment ça s'est passé au niveau du travail collaboratif, donc comment les apprenants se sont débrouillés. Le matériel utilisé, donc quel type de matériel, pas de documents, mais du matériel si nécessaire, par exemple, je ne sais pas, des documents, du matériel numérique qu'il a utilisé. Et une auto-évaluation de l'apprenant, donc comment il s'auto-évalue pour la réalisation de cette tâche. Et dans la même fiche, on va essayer de lui demander de planifier un peu la suite de l'autre activité qu'il a à faire. Donc, de mettre ici l'objectif, de décrire un peu l'activité qu'il va faire. Donc, de mettre le rôle qu'il aura à assurer,
le matériel et les documents qu'il devra consulter. Donc, de faire un travail d'anticipation pour l'activité à réaliser. Donc, ce sont des outils que j'ai jugé intéressantes pour l'évaluation et l'auto-évaluation des apprenants dans la phase d'évaluation du projet. D'ailleurs, quand on parle de l'évaluation du projet dans le cadre des appels à projet, bon là c'est un peu différent parce que normalement, par exemple dans les cas de projet Erasmus+, ou dans les cas d'autres projets des autres institutions qui lancent des appels à projets, on demande aux porteurs de projet de rendre des rapports, des rapports scientifiques et budgétaires pour ensuite l'institution qui propose l'appel à projet puisse évaluer. Mais disons que c'est grâce à des fiches de suivi de projet que le projet aussi sera évalué dans le sens de projet institutionnel, par exemple. Voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait aussi utiliser comme outil pour l'évaluation du projet? Bon, l'analyse SWOT, elle est très connue. Ça s'utilise beaucoup en phase d'évaluation de projet, mais pourquoi pas ne pas l'introduire en classe? Pourquoi pas ne pas l'introduire avec les apprenants pour leur donner une habitude de travailler comme ça, pour leur donner des compétences qu'ils pourraient ensuite les utiliser facilement aussi dans le monde professionnel, donc dans leur future carrière professionnelle. Donc, réaliser une analyse SWOT pour la mise en place, donc l'évaluation du projet. Donc, l'analyse SWOT, bon, c'est en anglais, mais là, vous avez les termes en français. Donc, vous donnez les forces, les faiblesses du projet, les opportunités et les menaces. Donc, qu'est-ce que ce projet a apporté? Quels étaient les points faibles? Quel pourrait être le futur, la suite, les opportunités apportées par le projet et les menaces? Quelles étaient les composantes, quelles pourraient être les composantes qui peuvent menacer le projet dans le sens la pérennisation du projet, par exemple. Pourquoi le projet peut s'arrêter là et ne pas avoir une suite, hein, par exemple. On pourrait les mettre dans cette partie-là. Donc, voilà un peu concernant les phases donc, de la réalisation d'un projet. Donc, c'est un document peut-être intéressant dans le moment où on aura à répondre à un appel à projet, mais aussi dans la mise en place d'un projet de classe. Peut-être ne pas, c'est clair qu'il y a trop de détails, peut-être dans un petit projet de classe, on ne va pas penser à donner tous ces détails-là, les budgets, le contexte, etc. Mais j'ai aussi essayé de donner une petite fiche outil, si vous voulez, pour le projet de classe. Disons que si on veut mettre en place un projet au sein de notre classe avec nos apprenants, on peut utiliser une autre fiche un peu plus simple, on va dire, un peu plus simplifiée. Hein, donc, mettons ici donc le sujet, hein, donc donner une petite description concernant le sujet. Bien sûr, donner des informations sur le public, le niveau, les objectifs d'apprentissage que nous voulons avoir en tant qu'objectif donc pour la mise en place de ce projet. Bien sûr, ici, ressources, outils, support, donc essayer de
de rendre compte, de mettre des outils intéressants numériques, pourquoi pas, dans le cadre de la mise en place d'un projet à distance, mais pas seulement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de travail à distance, mais même quand on est en classe avec nos apprenants sur place, la spécificité du projet, c'est que le projet, la réalisation du projet, il ne se fait pas forcément dans la classe. Ça peut se faire, mais d'habitude, c'est un projet qui dure dans le temps et ça demande un travail, on va dire, un travail à part, un travail à la maison ou à distance des apprenants. Et c'est pour cette raison que on peut bien sûr utiliser les outils numériques à distance, en présentiel, donc partout. Ce sont des outils qui aujourd'hui sont indispensables et importants pour la mise en place d'un projet. Donc ici, on peut, en fonction du projet de classe, on peut voir quel type d'outils numériques on peut utiliser, soit pour la gestion des tâches, soit pour l'édition si en cas de besoin, pour le travail collaboratif et pour l'évaluation. Ensuite, on pourrait indiquer en bas les différentes donc les tâches selon les phases donc du projet, déroulement de l'activité selon les phases du projet. Donc pensez ici bien sûr de façon un peu plus concise et plus pas tellement développée comme un projet institutionnel qui va être déposé par exemple pour demander un financement, etc. Les modalités de travail, donc comment on pense réaliser le projet, donc comment les apprenants ils vont travailler et des consignes, voilà, pour les apprenants. Donc, ça, c'est une idée, une fiche de planification pour le projet de classe, donc pour la réalisation d'un projet de classe, qui pourrait aider les enseignants donc, à structurer un peu donc, le projet. Alors, quand on parle de structuration, on ne peut pas parler de la scénarisation pédagogique. Donc, puisque le projet de classe, il demande donc du temps pour être mis en place. Donc, il faut bien penser donc, à la scénarisation pédagogique pour bien décortiquer, si vous voulez, le projet en phase, en étapes, pour qu'il soit réussi, pour qu'il soit réussi. Alors, ici, on peut voir ensemble une petite vidéo juste pour changer un peu, donc pour voir une autre image que moi. Donc, une petite vidéo de 3 minutes sur comment rédiger un scénario pédagogique. Donc, j'espère que ça va marcher. Donc, voilà. Rédiger un scénario pédagogique. L'objectif est de se familiariser avec les critères d'un scénario pédagogique réussi et complet. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un scénario pédagogique? Il correspond au déroulement détaillé de chacune des séquences de formation. Sa bonne construction est l'assurance d'une formation de qualité et il répond à des besoins clairement identifiés chez les apprenants dans leur situation professionnelle et permet de faire évoluer leurs pratiques. Un scénario pédagogique permet de garantir la qualité de la prestation, de garantir l'atteinte des objectifs, d'organiser la formation et permet une transférabilité. Avant de débuter son scénario pédagogique, il faut se poser ces questions. Avec quel acquis les participants à la formation vont-ils repartir? Et comment vais-je mesurer ces acquis? Premièrement, la séquence d'introduction de la formation est déterminante pour la réussite de la formation. Pour être pleinement réceptifs et participatifs, les apprenants ont besoin de se sentir directement impliqués dans la formation.
Donc, l'accueil et le recueil des attentes sont très importants pour l'intégration et la motivation de chacun. Deuxièmement, la variété des méthodes pédagogiques est bénéfique à l'apprentissage des apprenants. La durée d'une séquence pédagogique peut varier en fonction des méthodes pédagogiques utilisées, du contenu abordé et du public. Parmi les différentes méthodes pédagogiques, on retrouve les études de cas, les jeux de rôle, le travail en groupe, la méthode interrogative et la formation en situation réelle. Troisièmement, après chaque séquence pédagogique, le formateur doit évaluer les acquis de la séquence et faire une transition vers la séquence suivante. Les méthodes les plus utilisées pour faire ce type d'évaluation sont le questionnement oral, les exercices et les travaux pratiques. Finalement, à la fin de la formation, il faut faire une évaluation finale pour évaluer la satisfaction des apprenants, les besoins exprimés pour d'éventuelles suites à la formation et les acquis des apprenants. Parmi les méthodes les plus populaires pour faire ce type d'évaluation, on retrouve le questionnaire écrit, le tour de table et l'entretien individuel dans le cas d'une formation individualisée. En résumé, les 4 critères d'un scénario pédagogique réussi et complet sont des objectifs bien définis, réalistes et réalisables, des séquences courtes, des méthodes pédagogiques variées et un temps pour les évaluations entre les séquences et en fin de formation. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur Donc notre... voilà, une petite vidéo pour la réalisation du scénario pédagogique. Donc, vous avez les étapes ici, donc bien identifier le contexte, la méthode, les objectifs pédagogiques, mais ça, c'est des étapes que chaque enseignant il fait à chaque fois qu'il prépare son cours dans le cadre du projet de classe. Donc, bien sûr qu'on ne va pas éviter cette partie-là pour bien déterminer en fait les tâches au sein de notre groupe. Maintenant, quels outils numériques utiliser? Alors, vous avez une autre question que je vais vous demander de répondre dans le chat. Donc, avez-vous donc réalisé des projets de classe lors de la pandémie COVID-19 et quels outils numériques vous avez utilisés dans ce cadre-là? Donc, vous pouvez répondre dans notre chat. Padlet. D'accord. Voki. Padlet. Linois. Padlet. Quizy. Padlet, Canva, d'accord. Kahoot, d'accord. Donc, vous avez vous aussi utilisé donc Mentimeter. Voilà, c'est ce que j'ai essayé d'utiliser aujourd'hui avec vous. Alors, merci beaucoup de vos réponses. Moi aussi, j'ai essayé de faire une petite on va dire, de vous donner des exemples d'outils, mais comme vous pouvez voir aujourd'hui, il y a énormément d'outils numériques qu'on peut utiliser. J'ai essayé de donner des exemples d'outils numériques que moi j'utilise avec mes apprenants à l'université, donc qu'on essaye de donner en tant que compétences. Nous avons des étudiants du master FLE, donc eux, ils sont des futurs enseignants de français, donc on essaie de leur donner quelques compétences en fait dans l'utilisation de ces outils-là, mais aussi des outils qui j'ai jugé intéressants dans la mise en place d'un projet. Alors, voilà, donc vous avez ici juste une petite réponse à la question que nous avons posée à nos
professeurs lors de notre questionnaire. Donc, vous avez bien sûr, oui, 69% des personnes enquêtées ont répondu oui à la mise en place d'un projet lors de la pandémie, donc un projet à distance, si vous voulez. Alors, voilà, des outils pour la réalisation de ce projet. Donc, des outils de gestion de tâches. Alors, ce sont l'outil de gestion des exemples ici. Ce ne sont pas des outils qui ont été faits à des fins pédagogiques, comme par exemple Kahoot, ou comme d'autres outils, Google Classroom, qui ont été créés à des fins pédagogiques. Ces outils de gestion des tâches, ce sont des outils qui ont été créés pour la gestion de projets, donc pour la gestion des équipes, donc quand il s'agit de la mise en place d'un projet, mais qu'on peut très bien utiliser pour la répartition des tâches et pour avoir un suivi de la réalisation des tâches avec nos étudiants. Alors, vous avez EasyNote, qui est un outil qui vous permet de planifier un projet sur un calendrier, donc en répartissant les tâches. Donc, EasyNote, ClickUp, c'est à peu près le même type d'outils. Donc, ce sont des outils gratuits, parce qu'il y a aussi des outils un peu plus performants, mais disons que c'est payant. Donc, pour le travail de projet de classe, ça peut être, à mon avis, tout à fait suffisant d'utiliser ce type d'outils. Pintask, c'est un autre logiciel donc, qui permet de faire en fait le suivi des dates, d'échéances, des rappels aux étudiants, aux apprenants sur les tâches qu'ils ont à utiliser. Voilà, j'ai donné ici un petit exemple. Donc, j'ai essayé, en fait, tout simplement, j'ai pris un exemple de projet. Donc, vous avez ici le projet, organiser une journée de sortie. Et donc, vous avez les tâches, par exemple, tâche numéro 1, identifier les rythmes de vie et les sous-tâches, rechercher des informations, enquête sur les rythmes de vie, présenter les résultats de votre enquête. Vous avez ici les personnes assignées. Donc, vous voyez que c'est seulement moi parce que je n'ai pas d'étudiants ici, mais vous pouvez enregistrer vos étudiants. Une fois, il faut les enregistrer sur le site et ensuite, vous assignez les tâches aux personnes. Ça peut être une ou plusieurs personnes. Par exemple, recherche d'informations, ça peut être telle ou telle personne, là, 2 autres étudiants, etc. Ensuite, vous donnez ici l'échéance, c'est-à-dire le délai, donc les dates, donc qu'il devrait donc réaliser les activités. Maintenant, il y a une capture d'écran, comme vous pouvez voir ici. Je n'ai pas la suite, mais dans la suite, vous avez aussi la priorité, c'est-à-dire donner une priorité à la tâche, c'est-à-dire c'est une tâche urgente, c'est une tâche qui peut attendre, etc. Donc, c'est un outil qui me paraît intéressant et qui peut nous donner un suivi, d'abord une vue du travail que les étudiants doivent faire et une vue globale en fait des tâches et des échéances. Donc, et voir un peu aussi l'étape de la réalisation du projet, où en sont les étudiants. Donc, grâce à cet outil. Ensuite, des outils pour la manipulation des documents vidéo. Aujourd'hui, vous pouvez trouver beaucoup d'outils qui servent donc à traiter des images, des documents multimédials, la réalisation de cartes heuristiques ou des cartes mentales, comme on peut dire autrement, des fiches pratiques, des livres numériques, des blogs, des dessins animés, etc. Voilà des exemples. Edpuzzle, qui est un site qui peut vous permettre de manipuler une vidéo, de mettre un petit quiz dans la vidéo, de mettre votre voix, de raccourcir la vidéo, de garder seulement la partie de la vidéo qui intéresse le plus la tâche à réaliser, etc. Vous avez Pixton, donc on a vu des exemples, vous avez réalisé des livres, des livres numériques. Donc Pixton, c'est un outil qui peut vous permettre à créer des bandes dessinées avec les apprenants.
Powtoon, qui peut vous aider à créer des vidéos animées, par exemple, je ne sais pas, pour expliquer un concept, par exemple. Mind Map, qui est un outil de création de cartes heuristiques, de cartes mentales pour mener des remue-ménages, par exemple, dans la phase initiale de votre projet avec les apprenants ou avec d'autres partenaires d'un projet institutionnel, par exemple. Et Canva, vous avez déjà parlé de Canva, qui est un outil que personnellement je trouve magnifique pour la réalisation de toutes sortes de documents graphiques, donc des flyers, des affiches, des livres numériques, etc., que vous pouvez utiliser gratuitement en ligne. J'ai juste pris ici un exemple, par exemple, pour une carte heuristique, donc ça donne un peu cette idée-là, donc faire un petit remue-ménage et par exemple des idées d'affiches que j'ai travaillé vite fait donc pour réaliser une petite affiche avec sur le thème de l'égalité femmes-hommes, par exemple, voilà, pour l'égalité de toutes les fibres. Donc, vous avez énormément de possibilités pour la création de ce type d'outils avec Canva. Pour des outils collaboratifs, donc pour mener un travail collaboratif en ligne, vous avez déjà parlé de Padlet. Donc, moi aussi, j'ai mis ici 3 documents intéressants qui sont très utilisés. Donc, le Padlet, qui est un mur virtuel sur lequel on peut partager toutes sortes de documents et c'est très facile, en fait, de l'utiliser, de le partager avec les apprenants et les participants. Mentimeter, qui est un outil qui peut vous aider à répondre donc à des questions et à les visualiser tout de suite. Et Google Docs avec toute la série de Google Drive, avec toute la série des outils de tableurs, de textes, de mise en place de questionnaires d'enquête, etc., qui est très performant en fait comme outil. Et enfin, des outils d'évaluation en ligne, donc comme Kahoot, Quizlet et Learning Apps. Voilà, donc vous connaissez bien, donc selon vos réponses en ligne, donc vous connaissez bien Kahoot, qui est une plateforme donc d'apprentissage basée sur le jeu. Donc c'est très ludique et d'habitude les apprenants ils aiment beaucoup en fait l'utilisation de Kahoot. Quizlet, qui est en fait un outil qui peut vous permettre de créer des tests et Learning Apps aussi. Donc il peut vous créer de créer toutes sortes d'outils, de types de tests avec toutes sortes de types d'exercices à l'intérieur pour pouvoir évaluer les apprenants. Donc, ça, c'est un choix que moi j'ai fait pour le moment, donc pour vous proposer quelques outils numériques. Mais vous avez aussi un autre tableau ici et vous allez le retrouver aussi sur le Padlet que je vais vous montrer tout de suite avec d'autres outils. Donc, vous avez la compétence ici et l'outil qui peut vous aider qui peut aider les apprenants à réaliser ce type de compétences. Alors, moi, j'ai essayé de vous mettre aussi 2 petits livres que j'ai trouvés très intéressants avec des idées très intéressantes pour le projet de classe, mais aussi pour le travail avec le numérique. Donc, pratique de projet numérique en classe de FLE technique et pratique de classe et enseigner autrement avec le numérique, la boîte à outils du professeur. Alors, ici, je vais partager avec vous le lien Padlet. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite le lien Padlet. Voilà. Donc, vous avez ici peut-être je vais le partager aussi sur le chat.
Ah oui, voilà, pardon. Je vois que M. Samson, il a déjà partagé avec vous. Donc, merci. Alors, ici, sur le lien Padlet, vous allez essayer de... Donc, vous allez trouver la présentation que je viens de présenter aujourd'hui avec toutes les fiches outils et les documents outils numériques pour l'élaboration des projets de classe et les fiches que j'ai préparées. Alors, puisque dans la réalisation du webinaire, du questionnaire d'enquête, nous avons posé une question aux enseignants. Est-ce qu'ils étaient intéressés de mettre en place des projets communs de collaboration entre les enseignants de la région, mais aussi plus largement? Alors, il y a eu un grand intérêt pour la mise en place de projets communs. Alors, j'ai essayé de mettre ici une petite... je veux dire, espace pour les professeurs qui veulent se mettre en contact l'un avec l'autre pour mener un projet ensemble. Ensuite, là, vous avez un autre lieu, un autre espace pour trouver donc, tous les sites dont j'ai parlé maintenant, des outils numériques dont je vous ai parlé. Des vidéos sur la pédagogie par projet, si vous voulez vous informer un peu plus sur ce type de pédagogie, des articles sur la pédagogie par projet, des idées de projet, donc là, des idées de projet de classe. Là aussi, j'ai essayé de mettre ensemble, de partager avec vous des liens de différentes institutions qui mettent en place de temps en temps des appels à projets, en fait, pour les enseignants qui sont adressés aux enseignants du niveau, bien sûr, universitaire et préuniversitaire, donc de tout niveau d'éducation. Et à la fin, des vidéos tutoriels pour voir un peu comment utiliser les différents outils dont je viens de parler. Donc, voilà, je vais faire, donc, le partage, j'arrête le partage avec vous. Et si vous voulez maintenant, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et si vous voulez maintenant, je vais essayer de répondre à vos questions en ligne. Donc, soit vous pouvez poser vos questions, soit vous pouvez poser vos questions sur la partie questions-réponses en bas. Ou soit vous pouvez poser vos questions sur le chat, c'est comme vous voulez. Donc, moi, je vais essayer de voir un peu s'il y a des questions. Bon, pour le Padlet, je vais le laisser ouvert. Je ne vais pas le... Donc, vous aurez le temps que vous voulez. Oui, ce qui est difficile quand on réalise un projet, c'est bien sûr l'évaluation. Donc, c'est pour ça, pour faire une bonne évaluation, c'est d'abord avoir un bon projet, c'est-à-dire un projet qui est bien pensé, qui est bien structuré au début, et ensuite essayer d'utiliser des outils pour essayer d'évaluer les différentes phases du projet. Par exemple, penser au carnet de bord pour pouvoir voir quel est le travail qui a été réalisé par les apprenants. Comme ça, l'enseignant il pourra essayer de voir, de les évaluer d'une certaine façon, mais aussi évaluer le projet globalement avec des outils, donc des fiches pour pouvoir évaluer, on va dire, plus objectivement, je veux dire. Oui, tout à fait. Évaluer par étapes, comme Mirella, elle nous dit oui. D'autres questions?
je vous remercie aussi. C'est vraiment encourageant de voir que ça a été intéressant pour vous. Donc, alors, j'avais une petite question que j'ai perdue. Est-ce que vous pourriez nous renvoyer les liens? Je n'avais pas d'Internet. Ah oui, le lien de Padlet, vous voulez dire? Oui, je peux vous envoyer tout de suite le lien Padlet ici. Voilà, le lien Padlet. Alors, comment intriguer, motiver les élèves de participer dans un projet? Alors, pour moi, ce qui est important, c'est d'abord de les impliquer dans la phase de recherche d'idées, c'est-à-dire essayer de trouver avec eux qu'est-ce qui les intéresse, hein, pour qu'ils soient ensuite intéressés pour la mise en place du projet. Et puis, je pense que aussi aujourd'hui, en fait, les élèves, quand ils ont à réaliser un projet dont ils sentent vraiment la valeur, le fait que le projet va être utilisé, par exemple, dans un contexte donné à l'extérieur de la classe. Donc, c'est un projet qui n'est pas seulement un projet de classe, on va dire, pour des compétences d'apprentissage, par exemple, de langue, mais essayer de mettre en place un projet qui peut être aussi utilisé à l'extérieur de la classe. Alors là, je pense que peut-être ils seront un peu plus motivés que d'habitude. Alors, pourriez-vous nous donner quelques idées pour les projets pédagogiques? Alors, pour les projets pédagogiques, bien sûr, donc vous avez, et non, ça dépend en fait de ce que vous voulez, quel est votre objectif. Donc, pour des projets pédagogiques, ça dépend en fonction de votre objectif. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas, réalisation de blog, réalisation avec votre classe, réalisation de... Actuellement, le tourisme, c'est un sujet très intéressant à utiliser avec les élèves. Mettre en place, par exemple, des guides touristiques pour votre pays. Par exemple, je parle pour l'Albanie. Pour nous, c'est toujours très intéressant de travailler avec les apprenants sur cette partie tourisme parce qu'il n'y a pas vraiment d'informations, beaucoup, je veux dire, d'informations sur l'Albanie sur Internet. Par exemple, on peut essayer de mettre en place des projets de présentation de différents aspects touristiques du pays, par exemple, avec les apprenants et de les mettre en ligne. Ou par exemple, notre projet que nous avons mené à l'université, c'était un travail en collaboration avec un musée, le musée des Feuilles. Nous avons réalisé avec nos étudiants des audioguides en français pour le musée à Tirana. Donc, c'était un projet très réussi. Donc, les apprenants étaient bien motivés pour réaliser ce projet-là. Alors, pour le PowerPoint, oui, il est en ligne. Vous pouvez le trouver sur le Padlet, le PowerPoint que j'ai présenté. Voilà. Si vous me permettez, Léonard. Oui, je vous en prie. Voilà. Donc, effectivement, comme on le disait dans la discussion, tous les inscrits au webinaire recevront le lien pour télécharger la présentation et tous les documents qu'a évoqué Elona. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole? C'est possible en levant la main. Il faut appuyer sur le petit bouton lever la main à droite oui, à droite, plutôt sur la droite, et vous cliquez et on peut vous donner la parole si vous le souhaitez. Et en tout cas,
Les gens réclament le lien. On a même voilà, le Vietnam qui nous réclame un lien. En tout cas, Emmanuel et Lona, les gens sont unanimes sur la réussite du séminaire, du webinaire. Bravo pour votre intervention. Merci beaucoup. Très riche en informations, très intéressant. Oui, les documents de Padlet, ils peuvent être téléchargés, bien sûr. Tous les documents que j'ai présentés, c'est sur le Padlet. Oui, Michael, c'est vrai. Je crois que c'est un succès à l'unanimité. Merci beaucoup, Elona, et Merci beaucoup à d'avoir vous bien et à préparé tous ce les webinaire. participants. Et puis, merci à toutes et à tous. Je veux dire aussi merci je ne l'ai pas dit au début, merci à mon trésor Conan qui a assuré le côté technique depuis Dakar, depuis l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Merci Conan. Et voilà, et merci à toutes et à tous d'avoir réagi dans le chat. Et on se retrouve donc pour les ateliers du 20 ou du 21 octobre, pour lequel nous avons déjà plus de 140 inscrits pour 60 places dans chaque atelier. Donc, nous espérons pouvoir vous revoir donc dans 2 semaines. Et donc, merci à toutes et à tous et une bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup de votre participation et bonne soirée aussi. Michael, je ne sais pas si vous voulez dire le mot de la fin. Je pense que tout a été dit, mais je réitère mes félicitations à la fois à Elona et aux organisateurs, au Créfeco essentiellement, parce que nous, on est là en accompagnement, en soutien, et on a un vrai plaisir à soutenir, accompagner ce type d'action dont le rayonnement est réel et dont la satisfaction se lit au fur et à mesure sur le bandeau à droite. Merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci Corinna. Bonne soirée.